Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 58e épisode de l'entonnoir du Bitcoin et deuxième épisode de l'année 2023. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de deux gros sujets et d'un troisième qui sera juste un méli-mélo de news si on a le temps. Et ces deux sujets sont d'un côté les vaults Bitcoin, donc qui sont des constructions faites sur Bitcoin qui permettent en gros de mieux protéger ses fonds face au vol. Et donc là, il y a une nouvelle proposition qui est assez intéressante, qui propose un soft fork, donc on en discutera, mais qui permettrait voilà, d'avoir quelque chose d'assez, à la fois assez simple et assez efficace pour se protéger contre le vol sur le Bitcoin. Et ensuite, on a un deuxième sujet qui concerne lui Lightning et qui est donc le sujet de ce qu'on appelle en anglais les inbound fees. Donc on pourrait traduire ça par frais entrants qui en gros, actuellement, sur Lightning, quand on paye les nœuds de routage pour router notre paiement, à chaque fois, c'est le nœud qui déplace sa liquidité qui est rémunéré. Et là, l'idée, ce serait de pouvoir ajouter aussi des frais pour le nœud qui reçoit la liquidité dans un canal, pour qu'il puisse prendre des frais aussi à ce niveau-là. Donc on en discutera aussi, ça a pas mal... enfin, la semaine, pas celle-ci, mais la semaine d'avant, ça s'est pas mal agité sur Twitter et sur les différents canaux de discussion des devs Lightning à ce sujet-là, pour plein de raisons différentes, mais on aura le temps d'y revenir. Est-ce que quelqu'un veut ajouter autre chose ou est-ce qu'on démarre tout de suite avec les volts? Non, c'est nickel, vas-y. Super. Alors pour résumer rapidement la proposition des volts, donc ça a été une proposition donc faite par James O'Byrne sur la mailing list, il en a parlé sur Twitter. Et donc ça consiste pour l'instant en un white paper donc dont j'avais mis le lien en dessous du tweet d'annonce et aussi une première implémentation. Donc ce qui est assez cool, c'est pas juste quelqu'un qui propose un nouveau truc, il y a vraiment une première implémentation aussi qui est disponible pour voir que effectivement ça fonctionne. Euh, L'idée, c'est d'ajouter une paire de nouveaux opcodes, donc qui s'appellent opvolt et opunvolt, donc d'où le nom de cette proposition, qui sont en gros des sortes de covenants, mais qui permettent juste voilà, de créer des volts et pas de faire autre chose. Ce qui est assez intéressant parce que concrètement, on sait très bien ce à quoi ça va servir, le cadre est très bien délimité. On n'a pas besoin d'imaginer ce à quoi ça peut servir plus tard, puisque c'est plutôt dans l'autre sens que ça a été fait, le raisonnement ici. Il y a la problématique de créer des volts sur Bitcoin et comment est-ce qu'on y répond on-chain avec quelque chose qui soit renforcé on-chain, c'est avec ce nouvel opcode. Donc c'est une réponse possible. Ce qui est contraste par exemple avec d'autres propositions de Covenant. Donc on peut penser à la CTV par exemple, qui était la proposition de Jeremy Rubin, où là, pour le coup, on partait d'une certaine définition de covenant, et ensuite on essayait d'imaginer les cas d'usage possibles. Et donc, ça avait peut-être joué ça dans le fait que ça n'avait pas été très bien reçu, que finalement les cas d'usage étaient peut-être pas pardon, aussi évidents que ça. Euh, et donc, du coup, pour expliquer rapidement peut-être ce que c'est une volt sur Bitcoin et ce que OpiVolt, donc cette nouvelle proposition, amène, l'idée, en gros, c'est que quand on a des fonds sur Bitcoin actuellement, sur un setup classique single sig, n'importe qui connaît la clé privée qui correspond à l'adresse où sont les Bitcoins peut les dépenser. Et à ce moment-là, vous faites voler vos Bitcoins, voilà, comme ça arrivait à Luc Dash il n'y a pas si longtemps. Euh, et voilà, vous n'avez plus rien. Et donc l'idée des votes, c'est que quelqu'un qui veut dépenser les Bitcoins, il doit commencer par les dépenser, par les unlocker, quoi, les retirer de ce qu'on appelle la vault, donc le coffre-fort, vers, typiquement actuellement, ça serait vers une adresse temporaire. Et ensuite, de là, il peut les récupérer après un certain time lock. Et ce time lock, en fait, il permet au propriétaire légitime de réagir en publiant une autre transaction qui lui permet de récupérer les fonds sur une adresse de récupération d'urgence avant que l'attaquant n'ait le temps de les récupérer lui. Donc ça, c'est la définition assez générale d'une vault. La problématique, c'est qu'actuellement, sur Bitcoin, il n'y a pas moyen d'enforcer ça on-chain au niveau du consensus. Donc, quand c'est fait, ça marche avec des solutions qui tournent en général à base de transactions pré-signées qui permettent voilà, de faire ce genre de mécanisme-là. Avec des watchtowers et ce genre de choses, c'est ce que font les gens de Revolt, par exemple, etc. Et donc là, cette proposition, c'est de faire un certain type de covenant
donc avec deux nouveaux opcodes pour faire ça directement enforcé on-chain sans avoir besoin de faire des transactions pré-signées de base, parce que voilà, ça peut être même dangereux les transactions pré-signées, il faut bien les stocker, etc. Donc voilà pour le contexte. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose, peut-être clarifier quelque chose que j'aurais mal expliqué. Ouais, juste ça ouais, du coup, enfin, tu l'as pas dit, hein, mais je précise, ça enlève pas le besoin de Watchtower qui vérifie, que le vault est pas ouvert pour, après ça enlève vraiment juste le besoin d'avoir des transactions pré-signées à conserver sur la Watchtower et par, un Ouais, carrément, tout à fait, tu as super bien fait de le préciser. Donc voilà, donc effectivement, on a ce principe de la vault, voilà, qui est que, donc, encore une fois, pour le dire en une phrase, j'ai mes fonds sur une adresse. Traditionnellement, quelqu'un connaît la clé privée qui correspond à cette adresse, il peut récupérer mes fonds. Avec une vault, l'idée, c'est que le seul endroit où il va pouvoir les dépenser, c'est sur une adresse temporaire et depuis laquelle il pourra les redépenser vers une adresse qu'il contrôle mais avec un time lock. Et donc, ce time lock me laisse le temps à moi d'agir pour les récupérer et les envoyer vers une adresse de récupération. Donc, traditionnellement, ça s'est fait, donc je le disais, avec des transactions pré-signées. L'idée, c'est qu'on génère, on a les bitcoins sur une adresse, on génère plein de transactions, enfin, un certain nombre de transactions qui vont vers les différentes adresses où on est susceptible de pouvoir dépenser ses fonds. On signe les transactions et une fois que c'est fait, on supprime la clé privée et comme ça, le seul moyen de dépenser les fonds, c'est de récupérer l'une des transactions pré-signées et de la publier pour envoyer les fonds, et donc nécessairement vers l'une des adresses en question. Et donc le problème, c'est que du coup, il faut faire attention à ces transactions-là. Faut pas les perdre, faut pas non plus qu'elles traînent un peu partout dans la nature, parce que sinon quelqu'un il pourrait les utiliser par exemple pour nous embêter en nous forçant à faire une transaction qu'on n'avait pas prévu de faire de base, ce genre de choses-là. Et donc, ce qui serait vachement intéressant, c'est plutôt que de passer par des transactions pré-signées, c'est d'utiliser donc ce qu'on appelle des covenants pour faire ça de manière directement enforcée par le consensus Bitcoin. Et donc, un covenant, pour le dire simplement, en gros, c'est une contrainte qu'on rajoute sur un UTXO, mais dans la manière dont il peut être dépensé une fois qu'il a été déverrouillé. Donc, vous avez des bitcoins sur une adresse. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut résoudre un certain script pour pouvoir les dépenser. Donc, il faut par exemple fournir une signature qui correspond bien. Mais une fois que vous l'avez fait, actuellement, vous pouvez les dépenser comme bon vous semble. Là, avec des covenants, on peut rajouter en plus des conditions que doivent respecter la transaction de dépense pour pouvoir être valide. Et donc ensuite, le type de conditions en question, il dépend grandement des types de covenants. Donc par exemple, OpsiTV, permet pas de faire tout et n'importe quoi. Et c'est pareil pour Op et Volt, qui est encore plus restrictif. Et donc on compte deux grands types de covenants, qui sont des types assez généraux, on va dire, mais au sein desquels, en fait, on peut continuer encore à faire plein de différences. Mais en gros, il y a ce qu'on appelle les covenants précalculés, où on retrouve un peu la rigidité de ce qu'on avait quand on devait pré-signer les transactions, au sens où ce qu'on fait, c'est que on va prédéfinir toutes les transactions de dépenses potentielles et on va les encoder, entre guillemets, on-chain dans l'adresse de base avec le covenant, de sorte qu'on n'a pas besoin de pré-signer de transactions, mais par contre, on a besoin de déjà savoir quelles seront les transactions de dépenses possibles, et ensuite, c'est géré par le consensus Bitcoin, et ça sera que ces transactions-là qui seront autorisées. Donc, c'est déjà mieux, on n'a pas besoin de s'embêter avec les transactions pré-signées, mais c'est un peu rigide. S'il y a un cas qui se présente qu'on n'avait pas prévu, mais dont on a besoin, on est bloqué parce on a mis une contrainte, quoi, et on ne peut plus tricher, on ne peut plus la retirer. Donc ça, c'est inconvénient de la rigidité. Et l'autre option, c'est d'avoir des covenants qui sont du coup pas précalculés, mais où c'est au moment de la dépense qu'on va pouvoir définir quelles sont les contraintes spécifiques. Voilà pour le topo sur les différentes possibilités de covenant. Pareil, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a un point qui n'est pas précis. Voilà. Euh, et donc, l'idée d'Upvolt, c'est que donc, je vais avoir des fonds qui sont bloqués par un script OPVolt. Et ensuite, ces fonds-là, il y a deux manières de les dépenser. Donc, la manière classique, c'est de les dépenser euh, avec une clé privée qui va bien, vers un nouvel output qui, lui, est
est encombré par un script OP Unvault. Donc ça veut dire que dans le OP Vault, déjà, le Covenant impose que la dépense soit vers un OP Unvault. Et donc cet OP Unvault-là, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, je peux le dépenser ensuite uniquement vers certains outputs et après un délai qui est défini. Donc ça se fait en 2 temps pour le Unvault classique, entre guillemets. Et ensuite, l'autre possibilité de dépenser les fonds qui sont dans le OP Vault de base, c'est en les envoyant sur l'adresse de récupération. Et donc là, il n'y a pas besoin de produire une signature. N'importe qui peut les envoyer sur l'adresse de récupération. Mais il faut juste connaître l'adresse de récupération qui, a priori, est cachée de base, elle n'est pas connue parce que ce qu'on trouve dans le script de base, c'est juste le hash de cette adresse-là. Donc, c'est possible pour n'importe qui d'envoyer les fonds sur l'adresse de récupération sans signature, mais c'est possible uniquement vers l'adresse de récupération. Et donc, il faut la connaître, ce qui n'est pas le cas normalement pour n'importe qui, à part la personne qui possède le Vault qui l'a mis en place. Et sinon, l'autre option, c'est de prendre l'UTXO qui est actuellement bloqué par le OP Vault et de l'envoyer en signant la transaction avec la clé privée. Mais je peux l'envoyer que vers un output qui, lui, a un script OP Unvault. Et ce OP Unvault, du coup, il m'impose à ce moment-là, donc il hérite du OP Vault le délai, le time lock avant lequel je pourrais le dépenser. Il hérite aussi la possibilité d'envoyer vers l'adresse de récupération, donc comme pour le OP Vault. Et par contre, là, ce qu'on rajoute quand on crée le OP Unvault, c'est les cibles, donc les outputs vers lesquels on va pouvoir ensuite dépenser le OP Unvault. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir spécifier dynamiquement où est-ce qu'on peut envoyer les fonds quand on les sort de la Vault, à contrario des covenants précalculés dont j'ai parlé un peu plus tôt, où effectivement, il y avait besoin de tout préétablir avant. Donc ça, c'est le fonctionnement assez général. Alors, ça peut-être un peu délicat de bien tout suivre sans avoir un schéma sous les yeux. Donc, il y en a un qui est assez clair, page 4 du white paper de OP Vault. Mais donc, n'hésitez pas si quelqu'un veut le reformuler, si vous avez une question. Voilà. Et sinon, je poursuis. Mais donc ça, c'est la présentation voilà, assez générale. Je pense que c'est à peu près compréhensible. Donc on a des fonds qui sont sur une adresse avec un OP Vault. On peut soit les récupérer sans devoir fournir de signature particulière vers une adresse donnée qui est par contre, du coup, cette adresse-là, elle est vraiment, c'est que cette adresse-là. Donc il faut juste la connaître. Mais a priori, quelqu'un d'extérieur ne la connaît pas parce qu'il y a juste son hash qui est mis dans le script et pas l'adresse en elle-même. Et sinon, l'autre chemin de dépense, c'est en envoyant les fonds qui sont dans le OP Vault vers un OP Unvault. Et depuis l'OP Unvault, ensuite, on pourra les dépenser vers un certain nombre d'outputs qui sont définis au moment de la création du OP Unvault, après un délai d'un certain nombre de blocs qui lui est défini au moment de la création du OP Vault. Et donc, à partir du moment où la transaction de OP Unvault, l'output OP Unvault est confirmée, à partir de ce moment-là, le time lock commence à courir et on a un certain nombre de blocs pour réagir. Donc on en vient à comment est-ce que ça fonctionne effectivement pour protéger contre le vol. Donc imaginons que donc j'ai ma clé privée, mais je pense qu'elle a été, quelqu'un me la vole et donc il va l'utiliser pour essayer de dépenser les fonds. Donc le seul chemin qui est disponible pour cet attaquant-là, c'est de dépenser les fonds depuis le OP Vault en signant une transaction avec la clé, puisque lui il connaît pas l'adresse de récupération, donc il peut pas les envoyer là. Donc, il va signer la transaction et le Covenant au niveau du OP Vault, lui, le contraint à envoyer les fonds vers un OP Unvault qui a un time lock qui est déjà défini qui est déjà donné, quoi. Donc, avec lequel il peut pas jouer. Et par contre, ce qu'il peut modifier, lui, c'est il peut mettre les outputs qu'il veut comme condition de dépense, entre guillemets, comme contrainte sur la dépense du OP Unvault. Donc, il peut très bien se les envoyer à lui, là. Mais par contre, il y a le time lock qui me permet à moi, en voyant qu'il a fait cette dépense-là, et donc c'est là qu'on a besoin d'une watchtower pour surveiller la chaîne, de réagir et de récupérer les fonds qui sont dans le OP Unvault et de me les envoyer sur l'adresse de récupération que moi je connais. Donc là, je n'ai pas besoin de fournir une signature ou quoi que ce soit, je peux les envoyer directement sur l'adresse de récupération. Et donc c'est comme ça que j'évite d'avoir mes fonds volés. Et l'adresse de récupération, typiquement, c'est quelque chose de vraiment très, très sécurisé, très cold. Donc, ça peut être par exemple un multisig avec
une dizaine de clés. Enfin, c'est un truc très très chiant une fois après pour les sortir parce que voilà, il faut aller chercher toutes les clés. Mais au moins, c'est safe et il y a peu de chances pour le coup de se faire voler ces fonds-là. Et donc, c'est intéressant, par exemple, parce que ça permet d'avoir des fonds sur un wallet un peu chaud, donc un single sig sur un téléphone, par exemple. Mais avec cette structure-là, ça permet qu'ils soient quand même protégés parce que même si cette clé-là, qui n'est pas si bien protégée que ça, est accédée, on va pouvoir toujours récupérer les fonds en les envoyant sur l'adresse de récupération qui, elle, normalement, est censée être très bien protégée. Euh, voilà pour le résumé. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Ensuite, je pense qu'on peut faire une petite discussion sur ce que chacun en pense et surtout par rapport à ce qui pouvait exister actuellement comme proposition. Voilà, ce genre de choses-là. Ouais, et du coup, au niveau de l'activation, ça serait fork. Ouais, bah ouais, parce que du coup, on a besoin de deux nouveaux opcodes, effectivement, OP-Volt et OP-Unvolt, qui font toute cette magie-là, entre guillemets. Et donc, on a besoin d'un source fork, effectivement. Et donc, ça, par rapport à ça, donc la personne, donc James, c'est James son prénom? C'est ça, James O'Byrne, qui porte cette proposition-là. Il a déjà été interviewé là, cette semaine par Stéphane Ivera. Et donc là, il dit que bon, c'est pas très grave. Donc, enfin, il n'a pas non plus l'attente que ce soit accepté, mais donc il a fait sa proposition, elle lui semble raisonnable et advienne que pourra, mais c'est pas très grave non plus. Au moins, ça fera de la discussion. Et j'ai l'impression que globalement, la réception est assez bonne pour l'instant sur cette proposition-là. Ouais, Lily? Non, mais déjà, en fait, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que pour l'instant, il y a pas de numéro de BIP qui est associé avec cette proposition. Et moi, c'est une approche que j'aime bien. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça vachement sympa que le type, voilà, il vienne, il propose un white paper assez concis, bien expliqué. D'ailleurs, vraiment, Fanny l'a mis en lien du Space, il est vraiment accessible. Et moi, j'ai apprécié cette approche de dire, voilà, on commence pas à proposer directement un BIP, à vouloir forcer ça. Lui, il explique le choix. Il dit voilà, la proposition de BIP est potentiellement déjà écrite, mais il n'a pas réfléchi à l'activation, il n'a pas réfléchi à ces détails-là. Pour l'instant, il veut juste que la communauté réfléchisse à l'idée. Et comme l'a dit Fanny aussi, c'est quelque chose à remettre dans le contexte du débat autour des covenants, et en particulier autour de CTV, donc BIP 119 et BIP 118 aussi. Donc, dans ce contexte-là, je trouve que son approche, elle est assez bonne et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien apprécié. C'est de la recherche, quoi. Plus qu'une proposition à activer. Bah, oui et non, enfin, au sens oui, où c'est de la recherche, où je pense pas qu'il soit dans une optique vraiment de le faire passer. Enfin, tu vois, il a pas comment dire, au niveau du calendrier, il s'attend pas à ce que ce soit validé sous 3 mois, etc. Ce qui était un peu l'approche de Jérémy qui a sûrement crispé aussi, hein, mais bon, je pense que c'était aussi le but recherché de provoquer un peu d'agitation. Donc là, on n'est pas dans cette dimension-là, mais d'un autre côté, c'est pas tant de la recherche que ça pour moi, au sens où c'est très pratique. C'est-à-dire qu'il est vraiment parti d'un use case, les Vault, et il fait une proposition de soft fork avec une paire de nouveaux opcodes qui permet de résoudre vraiment cette use case-là et finalement pas vraiment d'autres use cases. Et c'est là où peut-être enfin, c'est un débat en fait qui m'a pas l'air tranché encore, mais est-ce qu'on veut du coup des opcodes qui sont très précis, qui permettent de faire une chose, ou est-ce qu'on veut des nouveaux opcodes qui vont faire plein de trucs parce qu'on veut pas faire trop de soft fork? C'est peut-être ça l'une des faiblesses pour moi de cette proposition. Bah, pardon Guillaume, je passais avant alors que j'ai pas levé la main, mais c'était, aussi ça faisait partie des critiques, faites à 19 justement. Si on voulait implémenter des covenants, il fallait le faire en telle sorte que il disait que 819 permettait pas cette chose pour un soft fork, et là, pour le coup, du coup, ça permet encore donc je suis un peu aussi de cet avis-là. Après, faut pas essayer de vouloir trop mettre, évidemment, on risque de surcharger la chose et failure, mais là, ça me paraît quand même vachement restreint, tout autant utile que puisse être, hein. Ouais, Guillaume? Ah ouais, je suis assez d'accord avec vous, mais d'un autre côté, il y a un paragraphe dans le white paper qui indique vraiment que pour lui, il voit ça comme une solution intermédiaire moyen terme, parce qu'il dit voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur l'état des covenants, sur est-ce qu'on va activer 119, est-ce qu'on va activer 118, est-ce qu'on va rien activer. Et du coup, lui il dit ben, en attendant, moi je propose ça, et, euh, et moi je suis assez d'accord avec cette approche parce que si tu regardes vraiment ce que moi j'appelle moyen terme, c'est-à-dire dans les, allez, 2 à 5 ans, on va dire, euh, réalistiquement, aujourd'hui, il y a deux choses qui sont importantes de faire avancer pour la communauté et dont les gens sont excités. C'est évidemment tout ce qui se passe autour de Lightning, de la scalabilité, etc. Donc ça, c'est un peu le côté voilà, smart contract, blablabla.
Mais d'un autre côté, le sujet qui est vraiment super important et encore plus important après ce qui s'est passé avec FTX, c'est le sujet de la custody. Et en fait, cet opcode-là, il cible vraiment exactement ce sujet-là. Et c'est pour ça que moi, je trouve que même si c'est assez restreint, en fait, c'est exactement le sujet dont on a besoin. Et en plus de ça, du moins du consensus que je semble avoir de Twitter, etc., c'est une solution qui serait pas potentiellement, qui créerait pas de problème comme le reste des covenants. Donc, c'est quelque chose qui permet d'avoir une approche réalisable d'ici 2 ans, quoi. On peut vraiment le faire et ça peut vraiment apporter un bénéfice clair et ciblé à Bitcoin. Donc, de ce point de vue-là aussi, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais est-ce qu'on veut vraiment faire un saut fort pour du moyen terme? Bah, je t'avoue, j'ai pas la réponse à ça. Et je pense que la réponse à ta question, elle se trouve dans est-ce que, à ton avis, on va réussir à trouver un consensus sur CTV et 118? Est-ce qu'il y a un camp qui va se démêler ou est-ce que le fait d'avoir cette divergence de vision au sein de la communauté fera qu'on n'aura jamais en fait de covenant sur Bitcoin et du coup ce use case-là particulier, on le perd alors qu'aujourd'hui vraiment le truc le plus important, et enfin nous on le répète tout le temps, quoi, c'est le self-custody. Et des schémas comme ça, même pour les entreprises en fait, parce qu'on a beaucoup parlé des solutions pour les particuliers, etc. Mais ce genre de schéma-là, ça permet en particulier aux entreprises et aux gens qui gèrent beaucoup de wallets de pouvoir mieux gérer leurs clés. Donc c'est pour ça que moi je trouve que ça serait, tu vois, un truc moyen terme acceptable. Ouais, je rebondis par rapport à ce que tu disais sur effectivement, est-ce qu'on va arriver un jour à avoir un consensus sur la question des covenants? Parce qu'il y a Copain Malin qui a mis un commentaire sous le tweet de l'entonnoir pour dire qu'il y avait un groupe de travail actuellement qui essaye de reprendre les propositions existantes et à venir, de définir un cadre et voir comment les intégrer ou faire une synthèse. Donc, il semblerait que voilà, il y a un groupe de travail qui essaye de travailler là-dessus. Je ne sais pas du tout où ça en est, si jamais ça avance. Ça me paraît être le genre de choses où bah, on aura sûrement de la belle recherche et une vue globale du truc. Mais effectivement, pour qu'on atteigne un consensus sur dans quelle direction on part, là, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Et par rapport à ce que tu disais aussi au niveau entreprise, c'est là aussi où je trouve la proposition intéressante, c'est il en parle un peu à certains moments dans le white paper. Il y a des notions de batching qui sont possibles et qui sont rendues possibles notamment par le fait que tu peux spécifier au moment où tu sors les coins de la vault, bah, où tu veux les envoyer. Et donc, c'est possible de batcher à la fois les sorties de vault classiques où tu vas dépenser les coins. Et c'est possible aussi de batcher la recovery, donc quand tu as tes coins que tu vas perdre. Si jamais en fait tu utilises la même adresse de recovery pour plusieurs vaults différentes, c'est possible de récupérer les fonds enfin, de batcher les transactions qui retirent les fonds des vaults et qui les envoient vers la recovery. Ce qui peut être quand même assez important et intéressant pour, ben, je sais pas moi, un exchange par exemple, qui mettrait les fonds de ses clients dans des vaults. Bah, s'ils en ont plein et qu'ils doivent réagir vite parce qu'il y a le time lock qui court, bah, c'est vachement important de pouvoir récupérer un maximum de volts en un minimum de transactions et aussi rapidement que possible. Et donc ça, c'est vachement intéressant. La contrepartie, c'est qu'effectivement, si on utilise la même adresse de recovery, donc de récupération pour plusieurs volts différentes, dès qu'on envoie depuis une vault vers l'adresse de récupération, elle devient connue et donc n'importe qui peut envoyer les fonds d'une autre vault qui va vers la même adresse de récupération sans fournir de signature, puisque c'est le principe, on n'a pas besoin de signer les envois vers la récupération. Donc c'est pas grave, au sens où les fonds, bah, ils vont sur l'adresse de récupération, donc ils sont pas perdus. Mais ça peut, par exemple, être un vecteur pour DOS quelqu'un, enfin pour l'embêter, quoi. Donc sur une entreprise, ça peut vraiment avoir un impact en prenant les fonds qui sont dans une vault et en les envoyant ailleurs. Donc c'est la contrepartie de ça, de cette possibilité de batcher les transactions de récupération. Mais voilà, c'est que j'ai bien aimé, effectivement, voilà, pour rebondir encore là-dessus. De ce que je comprends du background de James, c'est que bah, il y a pas mal réfléchi vraiment dans le contexte entreprise industrielle où vraiment tu as potentiellement des dizaines ou des centaines de volts à gérer et il faut que ça scale bien, quoi, parce que tu peux pas te permettre bah, de prendre tout l'espace dans les blocs et de te trouver bloqué par toi-même, quoi, juste parce que tu as besoin de sortir des fonds des volts à l'appel. Hop. Et je vois qu'il y a Panta qui demande la parole. Il a le droit de parler en dehors des space cakes. Mm. Alors, je lui ai donné normalement, mais je le vois toujours en listener.
Ouais, mais je lui ai donné aussi, mais ça marche pas. Je le vois en train de. Ah, Mais en attendant, juste pour ajouter, du coup, ce serait même carrément utile pour un particulier. On pourrait imaginer des services de Watchtower où tu leur donnes juste l'adresse de récupération, une adresse à Watch, quoi, et puis automatiquement, eux, ils se font payer pour renvoyer ça. Après, évidemment, après, tu as d'autres problèmes de privacy, etc. Mais ouais, carrément. Et contrairement aux solutions existantes où tu dois leur filer une certaine liste de transactions pré-signées et espérer qu'ils les stockent bien, là, tu leur files juste une adresse, quoi. Donc, effectivement, c'est bien. mais Ah, faut ça que y je, est. je fais- Ah, voilà. Ouais, du coup, Salut, Théo. salut, bonne année déjà, là, puisque voilà, pour ceux que j'avais pas vus. Et ce que je voulais dire, moi, c'est à propos de ce que tu disais, Lounès, sur CTV, où effectivement, une critique de CTV, c'est que je comprends dans ce que tu dis, c'est que effectivement, il y avait certaines personnes qui critiquaient en disant ça fait pas assez de trucs, mais en même temps, faut comparer la complexité de l'opcode CTV avec celles de OP-Volt et OpenVolt qui sont quand même extrêmement simples, alors que OPCTV, enfin, je défie quiconque de décrire précisément ce que fait OPCTV, alors que OP-Volt, au moins, ça peut s'écrire de manière claire dans un white paper. Donc, oui, c'est sûr que c'est plus spécifique, que c'est plus restreint en termes d'application que OPCTV, mais OPCTV, en même temps, il y a une complexité qui est telle Mais que ça fait peur, quoi. ouais, c'est vraiment aussi compliqué que ça. Moi, il me semblait que tu hachais un petit peu des morceaux de la transaction, tu lui disais quel morceau tu avais haché, Ouais, mais et voilà, c'est ça que tu tu checkais, vois, quoi. ça fait plein de trucs. C'est-à-dire, tu haches des morceaux de la transaction, il faut que tu aies des moyens de préciser quel morceau. Et du coup, ça veut dire que dans le code, il faut plein de checks pour décider de quel morceau tu hashes et ensuite de comment tu calcules le hash de tous ces morceaux-là, tu vois. J'entends bien que c'est pas non plus, je veux dire, ça va pas forcément représenter beaucoup de données, ça peut être très compact comme script. Mais par contre, en termes de difficulté d'implémenter le consensus et de le faire correctement, je pense que ça peut être un poil plus compliqué parce que bah, il y a tous les flags à tenir en compte, etc. Et après, tu sais pas quels effets ça peut avoir enfin, au niveau du consensus, c'est plus difficile de décrire qu'est-ce que ça va impliquer exactement comme possibilité. C'est peut-être aussi ça, c'est que, comme dit Gigi, si dans le cas d'OP Vault et OpenVault, tu sais précisément ce que tu permets en termes tu vois, pas de, je dirais de smart contract, mais entre guillemets d'autorisation de transaction, quoi. Tu sais exactement quel est le cadre. Alors que dans OPCTV, c'est très compliqué, quoi, de savoir ce que tu permets exactement avec cet opcode-là, quoi. Donc ça va aussi, c'est pour ça aussi que, bon, après, je suis parfaitement d'accord avec ta critique. C'est vrai que c'est très restreint comme cadre d'application. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de réfléchir à comment faire une soft fork, l'activer correctement, etc. Juste pour ça, c'est peut-être effectivement, pour l'instant, en tout cas sur le papier, c'est clair que le compte n'y est peut-être pas, mais je veux dire, l'idée est quand même intéressante de ce point de vue-là que c'est très simple, on sait exactement ce que ça va faire, on sait exactement comment on est censé l'utiliser. Bon, après, voilà, c'est discuté un peu dans le papier de James, il faut réfléchir un petit peu à est-ce qu'on ne veut pas autoriser des trucs un petit peu plus sympas en cryptographie. Par exemple, là, on utilise des hashes, des préimages de hash. Est-ce qu'on ne veut pas autoriser plutôt des clés publiques pour pouvoir faire je sais pas, des trucs de cryptographie genre ZK-proof, etc. Bon, mais ça, c'est balancé comme ça en mode, voilà, on n'est pas complètement sûr. Mais là, au moins, enfin, OP-Volt, au moins, c'est précis, quoi. Alors que OPCTV, je ne suis pas sûr de comprendre la portée que ça peut avoir, tu vois. Et c'est peut-être un problème aussi. Et c'est pour ça que la critique de dire ça fait pas assez, en fait, je pense que c'est plus une critique du type on ne sait pas jusqu'où ça va. Et c'est complexe et on ne sait pas ce que ça nous permet exactement. Alors que là, c'est simple, on sait ce que ça permet. Et voilà, après, on sait quelles sont les limites de ce truc-là. On sait que on peut peut-être faire certaines choses, mais pas plus. Tu vois, enfin, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, hein. Après, j'entends bien que pour l'instant, moi, c'est pas la première soft fork que je voudrais faire activer actuellement. Si on avait une à activer, j'activerais BIP 118, moi. Mais bon, tout ça, c'est une wishlist, c'est très bien. Mais voilà, là, c'est juste ça. Moi, ce que je voulais, c'était juste répondre sur le fait que la complexité étant quand même pas du tout la même entre OP Volt et Unvolt et OPCTV, voilà, je comprends que on puisse plus facilement accepter OP-Volt et Unvolt que OPCTV comme ça au premier regard, quoi. Voilà. Après, la difficulté est assez proportionnelle, quoi. OP-Volt, ça fait pas grand-chose, et CTV, ça fait plus de choses, quoi. Donc c'est un peu normal que ce soit plus complexe d'implémenter CTV que Upvolt.
Guillaume, sorry. Non, mais en fait, pour le coup, je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Pantamis. Et puis, carrément, hein, 118, pour moi, ça reste la priorité. Mais effectivement, il y a une certaine élégance dans la proposition des volts, qui d'ailleurs, il faut quand même préciser que même si ça paraît simple, il y a quand même certaines choses qui restent à régler au niveau des fees et qui doivent être réglées avant de penser à volt. Et ça sera des débats. Juste quand on voit le débat qu'on a eu sur RBF, les débats sur les encore output et sur package relay, ça va pas être simple aussi. Donc, certes, oui, c'est simple, mais il y a déjà beaucoup de choses à gérer. Euh, et la deuxième chose, pour le coup, c'est que euh, même si CTV, ça reste élégant, ça peut faire plus de choses. Moi, comme j'ai dit, vraiment, la priorité aujourd'hui pour moi sur Bitcoin, ça doit être la self-custody. Et alors peut-être que CTV permet d'autres choses, mais pour le coup, là vraiment, c'est quelque chose de vraiment prioritaire. Surtout que moi, de ce que je comprends, même si OpCTV permet de faire des volts et NiFi pareil, ils permettent pas de faire des volts. Enfin, pour moi, alors, Oui, c'est moins bien peut-être en une plus, pour le bêtise, coup, exactement. voilà, ça m'a l'air moins bien juste pour les volts parce que c'est des covenants précalculés, alors que là, tu peux vraiment sortir de la volt et aller bah, où tu veux. Donc, ce qui est, voilà, effectivement, ce que tu dis, ça rejoint aussi l'élégance, quoi. C'est vraiment fait pour. Et donc, en fait, ce seul truc que ça fait, ça le fait mieux, quoi. C'est normal. C'est un sniper en fait. Ouais, Sniper et SP, c'est c'est un fusil ça. à pompe. Ouais, c'est un bon moyen de le résumer, effectivement, carrément. Et effectivement, tu l'as juste évoqué, Gigi, mais il y a la question de la gestion des frais qui rentre en jeu aussi, bah, parce qu'avec le Covenant, tu vas prédéterminer un peu les frais par certains côtés. Il faut pouvoir les bumper, donc les augmenter a posteriori si jamais l'environnement, donc le mempool devient super encombré. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser package relay, donc ça part du principe que ça sera implémenté. Enfin, moi, je trouve que Package Relay m'a l'air quand même moins. Il m'a l'air d'avoir moins de controverses autour de Package Relay qu'autour de choses comme RBF. Ça me paraît beaucoup plus accepté, que c'est un comportement souhaitable et presque attendu quoi, du même pool. Donc, l'idée, c'est voilà, si on a une transaction parente qui paye pas beaucoup de frais, on peut l'augmenter a posteriori en dépensant de l'output de cette transaction-là avec une nouvelle transaction fille qui, elle, paye des frais plus élevés. Mais l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce soit le fee rate du paquet entier qui soit pris en compte par les nœuds quand ils relaient les transactions et pas les deux fee rates pris indépendamment. Et donc, c'est juste ça l'enjeu de la chose. Et ça me paraît, enfin là, pour le coup, ça me paraît beaucoup moins touchy que RBF. Lounès? Ouais, bah c'est très intéressant les off-volt, mais si je puis me permettre, il nous reste moins de 20 minutes, donc ça serait peut-être cool de passer aux inbound fees. Et puis à la limite, de toute façon, on va faire un space cake sur les covenants, un de ces quatre, donc on pourra sûrement en reparler plus en profondeur. Mais là, comme Fanny et moi, on est un peu pressé par le temps, ça serait sympa de passer aux fees, quoi, si ça vous convient. Carrément, effectivement, tu fais Carrément. bien. Génial. Bah, donc, du coup, les inbound fees sur Lightning. Donc, comme je le disais en introduction, actuellement sur Lightning, donc quand vous voulez envoyer un paiement à un nœud auquel vous n'êtes pas connecté directement par un canal, bah, vous devez nécessairement passer par les canaux d'autres personnes, donc par d'autres nœuds sur le réseau. Et ce que ça veut dire, c'est que vous allez, au sein des canaux de ces autres personnes, vous allez déplacer des fonds d'un côté du canal vers l'autre côté. Et donc, il y a deux choses. Il y a d'une part, ça sous-entend que des gens ont mis de la liquidité à disposition au bon endroit pour vous, mais donc ils n'en font pas autre chose à ce moment-là. Donc, c'est un coût d'opportunité pour eux qu'il va falloir rémunérer. Et d'autre part, ça veut dire qu'au bout d'un moment, au fur et à mesure qu'il y a des paiements, peut-être que la liquidité de ces personnes-là va se retrouver à des endroits où elle peut plus vraiment être exploitée. Et donc, ils vont devoir soit fermer ce canal, soit ce qu'on appelle le rebalance, donc faire une transaction dont le seul but est de réallouer les fonds autrement au sein du canal. Donc ça peut être soit via ce qu'on appelle du circular rebalancing, donc au sein de Lightning, soit en utilisant des submarine swap, donc avec une transaction on-chain qui est impliquée. Donc dans les deux cas, il faut payer des frais. Et donc c'est ces deux dimensions-là, donc le coût d'opportunité et les frais de rebalancing, qui justifient que quand on passe par les canaux de quelqu'un d'autre, il faut bien le rétribuer pour ce capital qui nous permet d'utiliser pour router le paiement. Et donc actuellement, l'idée, c'est que au sein de chaque canal, c'est la personne qui déplace sa liquidité de son côté vers l'autre côté qui prend des frais dans ce canal-là.
Mais comme au sein d'un paiement donné, chaque personne qui reçoit des fonds depuis l'autre côté d'un canal, elle en envoie de l'autre côté sur un autre canal, ça veut dire que tout le monde qui route un paiement en fait touche des frais au passage. Mais donc il y a donc en tout cas tous les nœuds qui routent un paiement donc sont payés, donc ça c'est bien, c'est ce qu'on veut. Ça incite les gens à avoir de la liquidité là où c'est intéressant d'en avoir pour pouvoir router des paiements. Euh, mais il y a des gens qui aiment bien aussi utiliser les frais de paiement comme moyen d'orienter sélectivement les paiements dans un sens ou dans l'autre. Et donc, c'est possible de le faire aujourd'hui en sortie de son nœud, donc c'est-à-dire pour ce qu'on va pousser dans ces canaux vers l'autre côté, puisqu'on peut modifier les frais de ce côté-là. Mais c'est pas possible de le faire sur les paiements qu'on reçoit où on a de la liquidité qui vient vers notre côté. Autrement dit, actuellement, ce qui est possible de faire, c'est que si on a un canal qui est bien équilibré et qu'on n'a pas envie qu'il soit déséquilibré, on peut, en tout cas qu'on veut le faire payer, quoi, on peut augmenter les frais dans ce canal-là. Et donc, un paiement qui veut passer par nous et en sortie de nous, passer par ce canal-là, il devra payer plus que pour passer par un autre canal qui potentiellement est pas très bien équilibré. Mais par contre, c'est pas possible de dire sur un canal où on est où au sein d'un paiement, on reçoit les fonds dans ce canal-là et on va les pousser dans un autre canal. C'est pas possible de jouer sur les frais sur le canal dans lequel on reçoit les fonds, simplement parce qu'il n'y a pas de frais entrants, donc de inbound fees sur Lightning. Et donc là, il y a plusieurs gens notamment pas mal d'opérateurs de nœuds, qui trouveraient ça intéressant d'avoir cette possibilité, et donc de pouvoir mettre des frais entrants. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui va router un paiement, il va devoir payer à chaque canal à la fois les frais sortants du nœud qui pousse la liquidité de l'autre côté et les frais entrants du nœud qui reçoit la liquidité de son côté. Et donc ça pour chaque canal. Et donc, il y a grosso modo deux manières de faire ça aujourd'hui pour mettre à jour le réseau. Une manière, c'est de dire, de la même manière qu'aujourd'hui, on a dans les messages que s'échangent les nœuds entre eux, on a un champ qui spécifie pour chaque nœud et même pour chaque canal les frais à payer, donc les frais sortants à payer. On rajouterait un champ pour les frais entrants et pareil, on se le diffuserait dans le réseau comme ça. Le problème étant que il faut bien faire les choses pour que ce soit rétro-compatible, parce que si tout le monde ne met pas à jour en même temps, il y en a qui sont au courant qu'il y a ces frais en plus à payer et les autres ils ne le savent pas. Et donc on y reviendra après. Et l'autre option, c'est de dire que chaque nœud il va demander à ses peers, donc aux gens avec qui il partage un canal, d'ajouter ces frais entrants-là. Donc les frais, moi par exemple, je vais demander si j'ai un canal avec Guillaume, je vais lui dire moi, j'aimerais bien percevoir des frais entrants de 3 Satoshi pour chaque paiement. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, les ajouter dans tes frais sortants, mais sauf que tu les ajoutes juste dans les messages d'annonce, mais par contre, tu me les laisses et c'est moi qui les récupère. Donc ça, en gros, c'est l'idée alternative. Qui a le très net avantage, effectivement, d'être complètement rétrocompatible sans trop de prise de tête, parce qu'on ne change pas ce qu'on annonce globalement au réseau, c'est juste une affaire de s'arranger avec ses partenaires avec qui on partage des canaux. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à ce stade? Ok, ça a l'air clair. Et donc, LND est parti. Donc, c'est ce qui a justifié un peu Il y a eu pas mal de tweets un peu secs, on va dire comme ça, notamment entre Olalou et Matt sur Twitter. Olalou, c'est la Starkware, on le rappelle. Hein. Voilà. Voilà, sur le fait qu'LND ait choisi de partir sur donc la première possibilité, donc qui est d'ajouter un nouveau champ et de contourner le problème de la rétrocompatibilité en faisant en sorte que, en tout cas dans un stade initial, les frais entrants, ils peuvent être que négatifs. Donc en fait, c'est une remise. Et donc l'avantage, c'est que ça fixe le problème de rétrocompatibilité parce que quelqu'un qui n'a pas mis à jour, en fait, il va juste payer les frais qu'il paye actuellement. Et quelqu'un qui a mis à jour, il sera conscient qu'il y a une remise parce qu'il y a moins de frais entrants, enfin parce qu'on soustrait les frais entrants aux frais sortants de l'autre nœud. Et donc, il saura qu'il peut payer moins de frais. Mais dans tous les cas, le nœud qui met en place des frais entrants, si le payeur a mis à jour, il va recevoir un peu moins de frais. Et si le payeur n'a pas mis à jour, il recevra plus de frais, donc il sera encore plus content. Et en parallèle, le fait de pouvoir recevoir des remises sur les frais, ça permet d'inciter les gens à mettre à jour éventuellement et d'avoir plus de gens qui
qui ont un nœud à jour et qui savent qu'il y a ce nouveau champ de inbound fees à regarder. Et donc à terme, éventuellement, la roadmap, l'idée finale, c'est que une fois que suffisamment de gens ont mis à jour, si on voit que c'est utile et que ça marche, à ce moment-là, commencer à proposer aussi des frais positifs. Donc à ce moment-là, pour le coup, il faudra avoir mis à jour et être au courant de l'existence de ce champ inbound fees, parce que sinon, si on essaye de faire passer un paiement, mais en payant moins de frais que ce qui est attendu par les nœuds de routage, le paiement il n'ira pas au bout parce qu'il ne paye pas assez de frais. Voilà. Et puis au milieu de tout ça, il y a aussi en fait un débat plus large sur est-ce que les inbound fees servent vraiment à quelque chose, avec plusieurs types de débats. D'une part, est-ce que c'est légitime pour un nœud de pricer de la liquidité qui en fait ne lui appartient pas vraiment parce qu'elle est de l'autre côté du canal, donc c'est pas vraiment ses fonds à ce moment-là. Et puis aussi, est-ce que ça va vraiment permettre d'avoir un réseau plus efficient où on oriente mieux les flux de paiement au sein du réseau. Donc ça, c'est plutôt une approche un peu plus globale en termes de est-ce que le réseau est plus efficace. Mais en tout cas, au niveau local, il y a quand même pas mal de ce que j'ai vu de nœuds de routage qui ont l'air de demander cette feature. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus aussi sur l'utilité des inbound fees en tant que tel, ou est-ce que ça suffit ce qu'on a actuellement avec juste les outbound fees? Gigi? Pour moi, c'est très simple, je sais pas. Mais le seul truc que je sais, c'est que je fais confiance dans le marché libre et qu'à partir du moment, aujourd'hui, quand on parle de Lightning, on sait tous ici à quel point c'est critique, entre guillemets, le succès de Lightning pour augmenter l'adoption de Bitcoin, non pas pour le succès en lui-même de Bitcoin, parce que Bitcoin tout seul réussira même sans Lightning, mais si on veut que ça soit encore plus populaire, Lightning c'est très important. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important et forcément rendre les nœuds Lightning et le routage de Lightning attractifs d'un point de vue financier, c'est extrêmement important. Donc pour moi, toutes les solutions qui permettent un petit peu plus de flexibilité, de granularité en termes de pricing de cette liquidité sur Lightning, pour moi, c'est intéressant. Est-ce que c'est quelque chose de bien à faire ou pas? Au bout d'un moment, effectivement, c'est bien la théorie, c'est bien la discussion sur Twitter. Moi, je trouve que l'approche de Lightning Labs, elle est assez bonne. C'est-à-dire, voilà, nous non plus, on ne sait pas. Donc, autant essayer, voir ce qui se passe. Et puis, de toute façon, moi, j'ai toujours dit que Bitcoin Core, il fallait absolument pas toucher. On n'était pas là pour expérimenter. Par contre, Lightning, il n'y a aucun risque pour la base chain. Du coup, en fait, go expérimenter. Et c'est pas grave si on fait des erreurs. C'est pas grave si voilà, ça casse quelques trucs sur le chemin. C'est vraiment pas grave. Ça nous permet long terme d'avoir plus de visibilité sur ce qui est faisable ou pas. Donc moi, globalement, je trouve que c'est très intéressant. Et les gens qui pleurent parce que c'est LND qui l'a fait sans forcément avoir du consensus, en fait, Lightning, c'est pas Bitcoin. Donc si t'es pas content, elle rachète Lightning Labs et puis devient CIO. Voilà, moi, c'est ma solution. Je sais que ça fera réagir, mais globalement, voilà, moi, je suis pour et j'attends de voir les résultats et je prendrai ma décision à ce moment. Ouais, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est surtout que ça met pas de fonds en danger, quoi. C'est à la limite, on essaye pendant quelques temps, puis on voit ce que ça donne, et puis voilà, quoi. On peut se permettre, on peut se permettre d'expérimenter sur Lightning si ça touche pas directement au fond. Et là, pour le coup, touche pas. Ouais, moi, je suis assez d'accord effectivement avec ce que vous avez dit tous les deux. Le seul truc, c'est que j'ai vu des gens sur Twitter aussi qui disaient que euh, bon, il n'y a pas de souci sur le principe, tu vois, que quelqu'un expérimente et tente un truc, mais que là, l'approche prise par LND pourrait empêcher d'autres implémentations d'essayer l'autre approche, donc celle où on va discuter avec son peer et qu'on va lui demander d'inclure ses frais entrant à soi dans ses frais sortant à lui. Donc moi, j'ai pas trop capté cet argument, donc c'était juste pour le mentionner parce qu'il existe. Je suis pas certain de voir en quoi, si Lightning par exemple ne pourrait pas implémenter l'autre façon de faire des inbound fees. Mais surtout, pourquoi l'implémentation d'LND, elle est considérée comme pas bonne? Enfin, moi, naïvement, je me dis c'est mieux de foutre ça enfin pas un élevé, dans un champ en plus. Comme ça, au moins, tout le réseau au courant des outbound et des inbound de chaque côté channel. Puis c'est plus simple pour se faire le graphe et puis calculer sa route. Alors que si tu dois prendre en compte que c'est le hub qui est avant qui s'occupe de gérer, de lui envoyer les frais après et tout, ça me paraît plus compliqué. Pourquoi est-ce que ça part du côté de la deuxième méthode, plutôt que cette méthode-là de rajouter un champ? Donc la grosse différence, c'est que la méthode ajouter un champ, elle est pas rétrocompatible si tu autorises les frais positifs.
Que du coup, les nœuds qui sont pas au courant qu'il y a le nouveau champ, bah, ils paieront moins de frais que ce qui est requis, et donc leur paiement va pas aller au bout. Et donc, c'est contourné en disant, dans un premier temps, on va mettre que des discounts, et si vous voulez, et en fait, comme le but, c'est juste de pouvoir changer enfin, comment dire, entre deux canaux donnés, bah, d'en faire un qui soit moins cher que l'autre, et ben c'est pas grave si tu peux mettre juste des frais négatifs en entrant, tu peux toujours augmenter globalement les frais dans tous tes canaux et ensuite jouer sur les discounts pour que certains chemins soient plus intéressants que d'autres. Donc il n'y a pas vraiment de sujet par rapport à ça pour moi, mais c'est vraiment l'argument central qui revient souvent, c'est que celui de discuter avec ton peer est supérieur parce qu'il permet de mettre directement de manière rétrocompatible des frais entrants positifs. Mais en fait, c'est juste une question T'as d'offset quelque part, quoi. t'as pas un bon graphe du réseau après bien, Bah, bien tu détaillé, l'as quoi. d'une certaine manière. Tu l'as de manière détournée parce que l'information, en fait, elle est encapsulée dans les frais du pire. Donc, tu l'as, en fait. Enfin, pour moi, ça arrive à peu près au même résultat, mais différemment. Mais je pense qu'au niveau, en tout cas, du graphe et du calcul de route, ça me paraît pas si différent que ça. Mais du coup, tu reposes, toi, en tant que nœud, sur le fait que tes peers vont bien adapter à chaque fois que toi tu veux changer tes frais entrants, bah, leurs frais sortants pour refléter ce changement-là, etc. Donc ça demande plus de coopération, mais en théorie, tu es censé quand même être coopératif avec tes peers, sinon tu les choisis pas comme peers, quoi. Guillaume? Est-ce que c'est vraiment, et c'est une question, hein, est-ce que c'est vraiment si important que ça, la rétrocompatibilité sur Lightning? Parce que moi, je pars du principe que dans le futur, il y aura deux catégories d'utilisateurs de Lightning, c'est-à-dire les retail qui, eux, auront peut-être même pas accès à leur propre node et qui feront pas tourner de software, enfin, qui utiliseront Lightning comme Internet, et ensuite les nœuds de routage qui, eux, seront beaucoup moins nombreux et qui, eux, en fait, vu tout ce qui va se passer sur Lightning, auront constamment un incentive à se mettre à jour avec la dernière version de Lightning, surtout que j'imagine que c'est pas la dernière mise à jour de Lightning. Donc est-ce que c'est vraiment si important que ça, si ce que je viens de dire avant est vrai en tout cas? Bah, je sais pas non plus. Je crois que c'est un peu la vaste question qui est un peu en suspens aujourd'hui et qui est bah, sûrement l'une des causes principales de ce différend-là et de plein d'autres différends qui ont lieu, effectivement, et c'est pas vraiment tranché. Je dirais que je suis plutôt d'accord avec toi, effectivement, c'est pas Et c'est ce que, par exemple, John Carvalho, il dit souvent, il n'y a pas un Lightning Network, il y a des Lightning Networks, je pense que c'est ça qu'il veut dire aussi. Et du point de vue technique, ça me paraît vrai. Est-ce que c'est désirable? Le problème, c'est que tu fragmentes un peu potentiellement, tu ajoutes des instabilités, et donc ça peut être quelque chose qui peut être perçu comme assez intéressant en temps de paix parce que bah, ça te permet de faire, bah, chacun il fait un peu ce qu'il veut et c'est pas grave tant que les paiements passent par certaines routes, etc. Tout marche bien. Mais ça peut être aussi dommageable dans temps plus difficile où on doit survivre à des attaques extérieures. Parce que du coup, on a un réseau qui est un peu fragilisé par ces petites différences entre implémentation ou entre versions. Clairement. Bah, en vrai, moi je t'avoue, globalement, j'ai vraiment le sentiment que le problème avec la communauté Lightning aujourd'hui, c'est que les gens ont tendance à réagir avec les mêmes arguments et de la même manière qu'ils le font pour Core, en fait. Alors que pour moi, c'est deux choses totalement différentes et c'est pas forcément les mêmes schémas de pensée, tu vois, les mêmes justifications de faire ou pas les choses. Et j'ai l'impression que souvent ça crée des problèmes parce que c'est des gens qui, tu sais, ont cette réaction. Tu sais, c'est comme si nous, voilà, tu dis au maxi, la self-custody, c'est pas bien, boum, on va tu vois, te mettre tout le schéma de pensée de pourquoi la self-custody, c'est important. J'ai l'impression que les gens aujourd'hui font un peu ça, ils font pas cette différence entre Lightning et Bitcoin Core. Ils veulent préserver, entre guillemets, Lightning comme si c'était Bitcoin, alors qu'en fait, c'est presque l'inverse qu'il faut faire. Après, je suis d'accord qu'il faut quand même garder un certain degré de, voilà, tu vois, de mesure, mais j'ai vraiment cette impression-là et je pense que c'est ça qui crée des problèmes aujourd'hui. Je pense effectivement il y a un facteur psychologique qui est hérité bah, de la manière de penser autour de Bitcoin Core. Il y avait le côté aussi plus pragmatique du fait que ben, il y avait Lightning Labs avec LND qui avait longtemps 90%, puis 80% entre guillemets, de la part de marché quand tu comptes les nœuds publics. Alors c'est effectivement c'est complètement différent si tu commences à compter les nœuds privés avec Phoenix, donc il y a plein de nœuds A5, par exemple, etc., plein de nœuds éclairs. Mais en tout cas, sur les nœuds publics, voilà, on avait une domination assez écrasante de Lightning Labs et LND. Là, aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est beaucoup moins le cas. Alors, il me semble qu'il y avait eu un sondage, bon, c'est un sondage Twitter, donc ça vaut ce que ça vaut, mais on était plutôt genre sur du 60% LND, et puis on avait bah, presque 40% si Lightning, et puis après, il y avait quelques pourcents côté éclair.
Et donc, c'est plus intéressant parce que ça permet, enfin, tu vois, quand tu n'as plus une implémentation majoritaire, bah, ça permet de plus facilement entrevoir cette dimension-là où on peut avoir plusieurs implémentations qui coexistent avec des différences et effectivement un socle en commun. Ça, par contre, il ne faut pas revenir dessus. Et en parlant, c'est assez impressionnant comment quand Lightning, je sais pas, il y a un an et 90 ND de CLN, quoi. Et Ouais, ouais, franchement, c'est trop cool. c'est pour le meilleur. Clairement. Et je pense que même LND, en fait, bah, c'est bien pour eux parce que ça leur permet de plus facilement faire leurs features à eux qu'ils jugent importantes sans devoir être ultra précautionneux sur le fait que bah, c'est l'implémentation de l'Unante et que du coup, ils définissent malgré eux. Alors après, c'est malgré eux ou peut-être qu'ils en tirent aussi profit, hein, mais bah, que voilà, ce qu'ils font définit une bonne partie de ce que le Lightning Network va être. Et là, ça permet, voilà, ça leur permet même à eux, je pense, d'être un peu plus libres super discussion en tout cas. Il est 19h, donc je ne sais pas si on prend une question, une remarque rapidement ou si on clôt maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est l'heure. Donc n'hésitez pas si quelqu'un a rapidement une question, une remarque. Et sinon, on va clore. Non, moi, super. Merci à vous trois d'avoir géré l'entonnoir. C'était très sympa à écouter. Avec plaisir. Merci Comme toutes les Fanny. semaines, j'ai envie de... Bah, c'est toi qui host la semaine prochaine, vu qu'on sera à la conférence, une conférence shitcoin. nous. Allez, Aïe, aïe, moi aïe. j'ai proposé cette semaine Tiens. d'ailleurs. Je repropose pour la Parfait. La semaine Bon, c'est prochaine, c'est noté. Guillaume qui host. Tu peux créer le Parfait. space dès maintenant, le programmer. Allez. Génial. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'être venu nous écouter un dimanche soir. Si vous écoutez le replay sur YouTube ou en podcast, sachez que vous pouvez nous rejoindre sur Twitter tous les dimanches à partir de 18h. Ça vous permettra de participer avec nous, de poser vos questions, de faire vos remarques, voilà, tout ce genre de choses que l'interactivité permet. Sinon, donc on se retrouve du coup dimanche prochain à 18h pour un nouveau space animé par Guillaume. D'ici là, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Découvre Bitcoin, à laisser le pouce bleu, un commentaire, etc. Et tutti quanti, vous connaissez la chanson. On se voit dimanche prochain. Gros bisous. Bisous. Bonne soirée. Bisous à tous, allez l'OM. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!